Amis des colis de fans, bonjour. Alors aujourd'hui c'est Didier qui m'a envoyé trois objets très intéressants et je le remercie pour ça. Alors déjà on peut voir ce magnifique boîtier pupitre qui est vraiment de très belle facture et en très très bon état, on va dire même il est comme neuf, hein, on peut dire. Et donc c'est un pupitre qui, d'après ce qu'il m'a dit, était utilisé dans un studio de télévision je crois ou quelque chose comme ça. Et qui, comme on peut le voir, est en métal, et regardez l'épaisseur du métal, enfin, d'ailleurs, vu son poids, c'est vraiment un boîtier, on va dire, c'est du costaud, hein. Donc derrière, on a ici cette face arrière, comme on peut voir, qui contient ici un passe-fil et éventuellement donc d'autres passe-fils ici, qui sont a priori n'ont jamais été utilisés, mais qu'on peut éventuellement percer pour y mettre différents types de fils si on en a besoin. Mais éventuellement, on peut aussi bien sûr réusiner la face arrière qui s'enlève facilement pour y mettre des prises ou ce qu'on a besoin. Et là, pareil, on va avoir cette partie ici sur laquelle on peut éventuellement mettre des interrupteurs, des indicateurs, et de même ici, cette partie-là. Alors c'est pareil pour l'esthétique, a priori on n'est pas obligé, mais je veux dire, rien même si le besoin ça faisait sentir, on pourrait très bien y mettre aussi des prises ici. Donc on voit que c'est assez utile. Alors il n'y avait pas la face avant avec, mais il a mis en plus ici le plan côté de la face avant à faire. Donc on peut faire bien sûr en aluminium ou ce qu'on veut, mais et qui vient bien sûr ici se mettre à cet endroit-là et qui peut, pareil, avoir des indicateurs, des interrupteurs, tout ce qu'on veut. Donc ça c'est sûr que c'est un boîtier que je vais utiliser. Je dirais même, je pense que, alors ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais quand je vais me mettre sérieusement là à ma nouvelle version du CP035, qui permettra de faire vraiment en fait pas mal de choses. C'est fort probable que j'utilise ce boîtier pour le faire, parce que je pense qu'il sera parfait pour ça. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais enfin voilà, vraiment un très 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 beau boîtier. Et en même temps c'est un look un petit peu, en effet ce qu'il y avait dans les années 70-80, mais en même temps vraiment c'est du costaud, hein. Enfin là on voit c'est l'épaisseur de la tôle, là, même si c'est du 2 mm, c'est vraiment... Je trouve que ce truc c'est un truc blindé. Alors sinon, il y avait deux SSR comme ça. Alors je rappelle que SSR, hein, c'est l'acronyme de Solid State Relay, qui veut dire en gros relais à semi-conducteur. Donc ça, c'est des relais qui sont faits pour commuter des tensions alternatives, a priori celle du secteur. Donc en gros, là, on va mettre ça en série avec la charge, par exemple une ampoule ou ce qu'on veut. Et ici, on va avoir un contrôle de tension continue de 3 à 32 volts. Et qu'on va mettre ici entre donc cette borne là ici et ici le plus. Alors on peut le voir en fait comme une sorte de photocoupleur, enfin de phototriac quelque part, mais de puissance. Et qu'on voit qu'il tient 25 ampères, 140 volts, on voit qu'il est monté sur cette épaisse semelle ici métallique qui permet de le mettre sur un refroidisseur. Alors je pense qu'en effet, j'ai facilement trouvé le datasheet de ce SSR, et je pense que ça peut être l'occasion de le regarder ensemble et de voir justement quels sont les paramètres importants sur ce genre de relais. Alors regardons ça ensemble. Voici le datasheet de cette série de relais statiques, datasheet que l'on trouve très facilement sur internet. Et donc la marque en fait apparemment c'est Octo22 et on voit différents modèles. Et donc le datasheet est, comme c'est assez souvent, commun à toute cette série de modèles, sachant qu'on va voir qu'ils diffèrent par certains paramètres. Mais enfin voilà, en gros, alors c'est en anglais, mais enfin voilà, je peux traduire, hein. Donc ils disent que c'est rugged, ça veut dire que c'est robuste en fait, une encapsulation époxy, hein, en effet, on voit que toute l'électronique est encapsulée dans une résine. 4000 volts d'isolation optique. Je rappelle que l'isolation, ça veut dire qu'il peut y avoir une tension de 4000 volts maximum entre l'espace de commande, ici ces deux bornes-là, et la charge à cet endroit-là. Si je commande le secteur, par exemple, ça veut dire que là, a priori, je crains rien. Après, il peut bien sûr y avoir des surtensions sur le secteur. Enfin, des surtensions de 4000 volts, c'est déjà relativement rare. Là, ils disent qu'ils ont été testés à leur courant maximum et à 6 fois le courant de surcharge avant et après l'encapsulation. Donc c'est plutôt une garantie de qualité. Ça veut dire que s'il y a des défauts, des choses comme ça, ils les éliminent avant. Apparemment, ils ont un bon système de dissipation de la température et ils disent que c'est garanti à vie. Bon, alors je me méfie toujours un petit peu moi de ces termes garantie à vie parce que souvent
c'est soumis à plein de petites conditions. Enfin bon, a priori quand même, je pense que c'est plutôt de la qualité. Bon là, de toute façon, je vous mettrai un lien sur le datasheet. Ici, on voit que, voilà, apparemment, ils ont commencé en 1974, donc on voit que c'est donc une société qui aurait 50 ans maintenant, hein, 74, si je ne me trompe pas, à 2024. Donc, a priori, c'est quand même qu'ils doivent avoir une certaine expérience. Ils offrent donc, comme j'ai dit, une large gamme. AC série, donc en fait, c'est des SSR, donc des relais qui sont faits pour commuter des charges alternatives. Alors, généralement, ça veut dire qu'à l'intérieur, quelque part, il y a un triac. Et ils ont aussi une série apparemment MP qui est directement étudiée pour aller directement sur des PCB. On voit aussi qu'ils sont, pour la plupart, EL et CSA. On voit ici ces logos, là. Et ces logos sont importants. En fait, c'est des certifications, mais qui sont plus importantes que CE. Je rappelle que le CE, c'est un peu, normalement un peu une auto-certification, c'est-à-dire en fait le constructeur se garantit lui-même qu'il respecte les normes, mais c'est pas forcément validé par un bureau externe. Alors que ces autres ici logos, là, ça coûte assez cher d'ailleurs, mais ça veut dire qu'ils ont été soumis à un audit quelque part par un labo externe qui a vérifié qu'ils respectaient bien les normes, les isolations, enfin un petit peu tout ce qu'ils donnent. Là, on peut regarder donc toute cette gamme et on voit que qu'est-ce qui change principalement, c'est la tension max, je veux dire alternative de la charge. Donc on voit que c'est pour 120 volts ou 240. En fait, c'est parce que aux États-Unis, il y a encore pas mal de réseaux en 120 volts. Et alors qu'en Europe, on est plutôt 230, 240. Le courant max que ça peut accepter et comment c'est contrôlé. AC contrôle, ça veut dire que pour le commander à ce relais, il accepte une tension alternative. Alors que DC contrôle, ça veut dire qu'elle est polarisée ici. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le photocoupleur à l'intérieur, soit il a une simple LED, donc ça marche que pour une polarité donnée, soit avant il y a un pont dresseur ou à l'intérieur, comme c'est le cas de certains photos triac, de LED tête belge qui permettent d'avoir commande indépendante de la polarité. On voit qu'il y en a certains LED indicateurs. Indicateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a une LED sur le SSR qui permet de voir quand ils sont commandés. Et après, voilà, on en a d'autres ici avec Transient Proof, ça veut dire qu'ils ont été améliorés pour résister au déclenchement intempestif dû, par exemple, à des parasites importants ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on voit un petit peu tous ces systèmes-là. Après, il y a les fameux MP, là, mais qui sont en gros des modèles un peu équivalents, mais avec une empreinte faite pour monter sur PCB. On a ici, par exemple, DC Switching. Donc là, en fait, c'est des relais, mais qui commutent de la tension continue. Donc à l'intérieur, c'est probablement un MOSFET, par exemple. Et là, on en voit, voilà, 60 volts DC, 3 ampères, 200 volts, et ainsi de suite. C'est un peu moins courant dans le monde des SSR d'avoir des relais qui commandent du continu, mais ça existe aussi. Et après, on voit ici un certain nombre d'accessoires qui sont principalement des radiateurs ou des capots à se mettre dessus, ou des pads, voilà. Donc on voit que c'est une société américaine. Hein. Donc là, on voit justement un petit peu à quoi ça ressemble, ici. Et on voit la spécification qui est commune à tous les modèles. Donc là, encore une fois, on retrouve cette tension max d'isolation de 4000 volts. 0 voltage turn on, 0 current turn off. Alors 0 voltage turn on, j'en ai déjà parlé. Ça veut dire qu'il commute au 0 de la tension secteur. Donc ça, c'est plus ou moins intéressant. Pour des charges non inductives, c'est idéal. Comme je vous l'ai déjà montré avec mon CP144, sur des charges inductives, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux, mais enfin, c'est généralement quand même plutôt comme ça sur ce genre de SSR. Alors, zéro current turn off, bah, en fait, je dirais, ils le mettent comme une caractéristique qui est vraie, mais elle est plutôt inhérente au triac à l'intérieur. Je rappelle que les thyristors, les triacs, une fois qu'ils sont déclenchés, ils se coupent quand le courant qui les traverse descend en dessous d'une valeur qu'on appelle le courant de maintien. Donc en effet, une fois que l'excitation du relais est enlevée, bah, il va se couper quand le courant qui traverse le triac va s'annuler et descendre en dessous de cette valeur de courant de maintien.
donc qui peut éventuellement, par contre, pas être en phase avec la tension selon le type de charge. Là, il dit combien de temps ça met pour se mettre en route ou s'arrêter. Donc, ça, en gros, c'est le délai entre le moment où on va les commander et le moment où ils vont vraiment prendre la commande, c'est-à-dire aussi bien dans la mise en route que l'arrêt. Et donc 0,5 cycle, ça veut dire que sur un 50 Hz, par exemple, ça veut dire que ça fait 10 millisecondes maximum. Operating temperature, donc ça c'est la température donc, de fonctionnement. Donc la fréquence c'est 25 à 65 Hz, donc ça va couvrir les deux grands standards mondiaux qui sont 50 et 100 Hz aux États-Unis par exemple. Mais apparemment, ils peuvent aussi fonctionner à 400 Hz. 400 Hz, c'est une fréquence qu'on va énormément retrouver dans l'avionique par exemple. Mais ici, on peut voir 6 fois la fuite off. Et ça a des grandes chances d'être dû au réseau, ce qu'on appelle snubber à l'intérieur, hein, qui est en parallèle, hein, qui introduit toujours une fuite, mais il est évident que cette fuite est bien plus importante à 400 Hz qu'à 50 ou 60. Bon, après, là, ça peut être gênant ou pas, tout va dépendre de l'utilisation. Coupling capacitance, donc ça en fait c'est la capacité parasite qu'il y a entre l'entrée et la sortie, donc 8 picofarads, c'est très peu, il y a peu de chances que ça soit gênant, enfin, toujours pareil, c'est bon de savoir. Par exemple, si à un moment donné on a de la HF qui se superpose, un truc comme ça, bah voilà, faut considérer que dans le modèle, c'est comme si on avait un condensateur de 8 picofarads qui tient 4000 volts entre l'entrée et la sortie. C'est scellé hermétiquement, donc par cette résine, donc ça c'est plutôt bien, c'est-à-dire que ça va bien résister à l'humidité, des choses comme ça. dV sur dt offset, ça veut dire que c'est dV sur dt, c'est la variation de tension qui est donc en volts par microseconde. Et au moment de la commutation, et on voit que le réseau snubber dont je vous ai déjà parlé à l'intérieur, donc lui a été calculé pour un facteur de puissance de 0,5. Là, les normes dont je vous ai déjà parlé. Et il donne quelque chose qui est aussi très important, c'est-à-dire le couple maximum qu'il faut utiliser quand on va les fixer pour les vis. Et ce qui permet de pas les abîmer. Hein. Je rappelle que sur tout filetage, il y a toujours un couple recommandé et à ne pas dépasser sous peine d'endommager le filetage. Donc là, on l'a sur donc les bornes qui sont vissables et sur le montage. Donc voilà, donc ça c'est intéressant hein, parce que ça va être commun. Et après, on va voir que pour chaque modèle, il va y avoir bien sûr des paramètres éventuellement différents. Donc là, on voit ces accessoires qui donnent, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce capot là qui vient se monter par-dessus et qui isole les bornes qui sinon sont accessibles directement. Alors, ça peut être intéressant si on met ça dans un endroit où potentiellement ça peut être sous tension et pour protéger que quelqu'un touche les bornes par erreur. Par contre, si c'est dans une armoire, c'est pas un problème, bon, on n'est pas du tout obligé de les mettre. Ensuite, il y a des radiateurs. Et on voit que, comme tout système, je vous en avais déjà parlé, selon la température ambiante, il y a ce qu'on appelle un dérating, c'est-à-dire que plus la température ambiante va être élevée, moins sera importante la différence de température entre le relais et la température ambiante, ce qui fait qu'il aura du mal à se refroidir. Donc, ça limite le courant qui peut passer dedans. On voit que sur cette courbe, par exemple, pour un relais qui est donné pour 25 ampères, avec un radiateur monté sur une surface verticale, jusqu'à 40 degrés de température ambiante, il tient son 25 ampères, et après, plus la température augmente, moins le courant. C'est-à-dire que si le truc fonctionne, par exemple, on voit ici à 65 degrés, en fait, il ne pourra plus commuter que 15 ampères. Si on dépasse ça, on risque de le faire surchauffer, et comme tout semi-conducteur qui surchauffe, de l'endommager. Donc voilà, et ici on voit par exemple différents types de radiateurs. Donc là, ça c'est manifestement des radiateurs que eux vendent, qui sont justement complètement adaptés et calculés pour ce genre de relais, pour qu'ils fonctionnent à leur charge nominale. Après, ça n'empêche pas que on n'est pas obligé de les monter sur radiateur. Moi, j'en ai monté plein des SSR, mais comme je les utilise souvent à des courants plus faibles que ce qu'ils peuvent donner, j'ai pas eu besoin de les monter forcément sur des radiateurs, ou on peut les monter sur d'autres radiateurs. On va voir que dans les caractéristiques, il y a les résistances thermiques qui permettent de les calculer. Et donc là, on voit à quoi ça ressemble ici.
Donc après, on retrouve justement pour les modèles AC, là pour chaque modèle, on va trouver quoi? La référence du modèle. Celui que je vous ai montré, on le voit ici, c'est un 240 D25. Donc là, on a la tension efficace nominale de la ligne. Donc on voit que c'est un modèle qui fait pour supporter jusqu'à 240 volts. Donc ça veut dire qu'il y a tension nominale. Donc ça veut dire qu'il peut tout à fait fonctionner sur le secteur en France, par exemple. Le courant nominal, donc le courant nominal, ça veut dire le courant qui peut commuter. Alors attention, dans tous les datasheets, là on voit qu'il y a une petite étoile, donc il faut toujours aller voir les étoiles. Et l'étoile dit température ambiante, comme on l'a vu dans la courbe, va éventuellement faire ce fameux dérating dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc 25 ampères, on va dire, comme on l'a vu, jusqu'à 40 degrés, s'il est bien refroidi. Ensuite, on a le courant pic. Donc là, ça veut dire que sur un cycle, on voit qu'il peut encaisser une surcharge de 250 ampères, ce qui est énorme. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi il peut y avoir ce genre de surcharge? Par exemple, parce que justement, on a des charges capacitives, par exemple, des appareils qui, au moment de la mise en route, vont pendant un moment prendre plus de courant, ou parce que, par exemple, c'est en commande des moteurs, tant qu'ils ne sont pas lancés, il y a des surcourants. Enfin voilà, c'est toujours pareil, hein. Ne serait-ce qu'une simple ampoule, par exemple, je vous l'avais déjà dit, une ampoule halogène, par exemple, à froid, son filament est beaucoup moins résistif qu'à chaud, et donc au moment de la commutation, il va y avoir un courant bien plus important qu'une fois qu'elle sera allumée. Ensuite, on a la résistance nominale de l'entrée, c'est-à-dire en gros, c'est son impédance d'entrée quelque part, ça veut dire qu'on peut considérer que vu du système qui commande le relais, c'est-à-dire en fait la LED qui est à l'intérieur, comme si on avait une résistance d'1 kΩ. Ensuite, ici, on voit qu'ils garantissent qu'ils commutent depuis une tension de 3 volts jusqu'à 32 volts. C'est une très bonne dynamique. Ça veut dire qu'on peut le commander avec de la TTL, par exemple. On peut le commander même quelque chose en 3,3 volts, par exemple. A priori, il peut commander ce relais directement. Mais voilà, si on a un truc en 24 volts, ça marche encore. Donc ça, c'est assez intéressant. Dropout voltage, ça veut dire qu'a priori, quand il sera commuté, il y aura une perte de tension de 1 volt. Alors ça, je pense que c'est si on met une résistance en série avec, parce que sinon, ça va dépendre de l'impédance de la source. Ici, pic répétitif voltage maximum, ça veut dire qu'il va accepter d'avoir des surtensions répétitives de jusqu'à 600 volts, ce qui est pas mal. Ensuite, on a ici maximum output voltage drop. Donc ça, en fait, c'est la perte de tension maximum qu'on peut avoir aux bornes. Ça veut dire que son courant nominal, il pourra perdre 1,6 volts donc aux bornes du relais. Ça, c'est le courant de fuite maximum. Et alors, bien sûr, il va dépendre de la fréquence. Et il est principalement dû donc au réseau snubber qui est à l'intérieur. Au niveau de la tension, il fonctionne donc de 24 à 280 volts, même si normalement sa tension nominale c'est 240, donc on n'est pas censé monter si haut. Par contre, on voit qu'il y a un minimum. Alors ça, c'est intéressant de savoir. C'est-à-dire que si je voulais commander, par exemple, avec un tel relais, des lampes en 12 volts, ça veut dire que ça fonctionne bien. Parce qu'a priori, il faut au moins 24 volts pour fonctionner. Ça, c'est pareil, c'est un peu le DV sur DT dont on a parlé tout à l'heure. Ici, isolation de voltage, voilà, on a vu que c'était 4000 volts pour tout le monde. Et ici, donc, on a justement la résistance de la semelle. Alors ça, c'est vraiment indispensable si on veut calculer le radiateur. Et la dissipation, donc combien il va dissiper de puissance pour chaque ampère qui passe. C'est-à-dire que si je commute par exemple 20 ampères, ça va me permettre de voir combien de watts il va dissiper. Et grâce à la résistance thermique ici, en appliquant les formules, je peux calculer le radiateur adéquat. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, il y a sur le site Sonelec une page qui est très très intéressante qui explique justement comment on calcule ces radiateurs, la loi d'Ohm thermique et tout ça. Donc voilà, alors ça, après chaque modèle est différent, mais on retrouve ça pour tous ces modèles. On voit ici à l'intérieur justement comment c'est foutu. On voit qu'ici à l'intérieur il y a bien cette résistance de limitation ici qui est à l'intérieur, la LED qui commande le photocoupleur, donc ça en fait à l'intérieur c'est un photocoupleur, et 0 voltage circuit, le système donc qui fait que ça commute au passage par 0 de l'onde secteur. Et ici, alors ça peut être un triac ou comme on le voit, 2 thyristors tête bêche. Il ne faut pas oublier qu'un triac, quelque part, c'est 2 thyristors montés tête bêche. Donc à l'intérieur, comment c'est fait, on ne sait pas trop, puis à la limite on s'en fout. Je veux dire que ce soit un triac ou 2 thyristors,
le résultat est le même. Et on retrouve ce fameux réseau Snubber ici, comme ça. Donc voilà pour ça. Et puis bah, là, on met donc ça comme un relais, en fait, en série avec la charge sur la ligne. Donc voilà ce qu'on peut voir ici. Ici, on peut voir après leur tolérance à la surcharge avec différentes courbes. Bon, je vais pas tout voir. On voit ici que pour ceux qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, commandés en alternatif, bon, en effet, on peut voir que c'est à la fois toujours un modèle continu, mais qu'ils l'ont fait précéder. Ici, on le voit bien, d'un pont au redresseur, ce qui fait qu'on peut les commander avec une tension alternative, voire continue, ça marchera aussi. Hein. On voit très bien que si ici on met une tension continue, ça fonctionnera aussi, mais bien sûr, sans qu'on ait besoin de respecter la polarité, alors qu'il faut le faire dans notre cas. Après, de façon très classique, bon, on a toutes les cotes en inch et en millimètres des boîtiers, donc ça c'est bien sûr très utile pour faire les plans et ainsi de suite. Et puis, bah là après on a sur d'autres modèles, hein, je vais pas tout vous refaire, les différents système, sachant qu'après, il y a les modèles continus, et ainsi de suite. Donc voilà pour cette assez longue vidéo, hein, qui vous aura permis de voir en détail ce qu'on peut espérer trouver sur de tels datasheets, et qui, j'espère, vous permettra éventuellement, si vous avez des projets d'utilisation de ce genre de relais, bah, de trouver les bons paramètres de façon à choisir le modèle qui sera adapté à votre usage. Les SSR, c'est quand même des composants qui sont très intéressants, et qui ont comme avantage sur leurs homologues mécaniques avec des contacts, bah, généralement justement de ne pas avoir d'abord ces problèmes mécaniques d'usure, de mauvais contacts éventuellement, d'étincelage ou de choses comme ça. Et généralement, c'est quand même des composants qui sont, quand ils sont bien utilisés, comme tout composant d'ailleurs, plutôt très fiables. Donc encore un grand merci à Didier pour ses merveilles et m'avoir justement fourni l'occasion de regarder ces SSR de plus près. Tiens, Caroline, ça va, Caroline? Qu'est-ce que tu me dis? Que je ressemble à ton troisième mari? Ah ouais, t'en as eu combien? 2? Bon, et je suis déjà marié, alors va chasser ailleurs. Bien, et bien là-dessus, que le grand cri vous croque, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.